Petit disclaimer avant que la vidéo commence. Alors, je suis désolé, je m'en excuse. Pendant le tournage de la vidéo, j'étais légèrement fatigué au début de celle-ci, et du coup, vous allez m'entendre bâiller. Alors, au début, j'ai bâillé une fois, je pensais que ça se reproduirait pas, mais j'ai bâillé au moins 4-5 fois, donc voilà, je m'en excuse pour le désagrément. J'espère que ça vous gênera pas outre mesure. Mais voilà, si jamais ça devait se reproduire à l'avenir, je ferai des cuts, mais même si le principe évidemment c'est de pas en faire, donc c'est quand même dommage. Mais voilà, je tiens à m'en excuser, donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous prie encore une fois de m'excuser. Bonjour, bonsoir, bonne matinée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez à tous ceux qui écoutent cet audio. C'est Papaken pour vous servir au micro. Et aujourd'hui, on est parti pour le deuxième épisode du Papaken Talk Show. Voilà, donc la petite émission uniquement audio. Donc excusez-moi, la distraction visuelle ne sera pas de mise pour aujourd'hui. Et je vous invite dès maintenant à ne plus regarder votre écran. Partez faire votre vaisselle. Partez, faites l'amour à votre copine, faire la cuisine, fumer une clope, voilà, beaucoup de clopes en l'occurrence, mais allez-y, c'est parti. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Alors, avant le sommaire, petite parenthèse, comme vous le verrez, il y a des timecodes, voilà, car j'ai suivi un petit peu les retours sur le premier, ça m'a été pas mal demandé, j'ai posé le pour et le contre, et c'est pas... On va dire qu'on n'est pas à l'abri que je me décide à les retirer un de ces quatre, mais pour le moment je me suis décidé à les mettre, donc voilà, vous aurez normalement des petits timecodes qui redirigent directement vers les sujets qui vous intéressent, et haha, génial, bonne transition. Allons-y, quels seront les sujets d'aujourd'hui? Oh mon dieu, je me déprime seul. Alors, donc, en ce qui concerne le gaming, donc, on va parler de Stadia. Stadia, donc, nouveau service de cloud gaming de chez Google. Si vous connaissez pas, ce sera l'occasion de revenir dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est sympa. Ensuite, on parlera des gachas. Voilà, les gachas, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les jeux mobiles principalement à loterie. Donc on verra ça en détail un peu plus tout à l'heure, mais il y a pas mal de choses à en dire sur les gachas, c'est un bon sujet. Et ensuite on ouvrira peut-être si on a le temps donc sur les jeux mobiles en général, etc. Et donc l'impact du jeu mobile actuellement dans l'industrie du jeu vidéo, etc. etc. Il y a plein de trucs à dire, c'est sympa, on va passer un bon moment, je vous le promets. En ce qui concerne la musique, alors on va très certainement parler de Nekfeu parce qu'il y a eu des petites annonces, voilà, il fait le mort depuis quelques années, là on a eu enfin des petites annonces. Je vous avouerai que niveau musique, j'ai pas eu des sujets incroyables qui me sont tombés, mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs intéressants à dire, donc on va parler un petit peu de Nekfeu, et on va aussi aborder donc la polémique autour du son de 13 blocs. Donc si vous connaissez pas 13 blocs, voilà, groupe de rap, principalement de la grosse trap qui crache du feu dans tes oreilles, voilà, ça vient de Sevran. C'est plutôt lourd, et donc ils ont sorti leur album 13 Blows. Qui comporte en fait une musique qui s'appelle Fuck le 17 qui a créé la polémique, et rien que dans le titre je suis sûr que vous comprenez pourquoi. Euh, Ensuite, en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles magnifiques, nous allons parler aujourd'hui d'un manga. C'est la première fois, youhou, on est content. Moi, je suis heureux personnellement parce que voilà, j'aime parler de manga. Donc, j'aurais pas grand chose à dire, mais j'ai commencé Hunter x Hunter, donc ce sera l'occasion pour moi de revenir un petit peu sur Hunter x Hunter, parler un peu de manga. On verra. Peut-être que ce sujet partira en couille parce qu'en vrai, je viens de commencer, donc je vais vite fait en parler, donner vite fait mon avis, mais il y a moyen qu'on digresse et voilà, on verra bien. Et pour finir, on finira donc on finira bien joué. On va finir avec Endgame, voilà. Donc que j'ai été voir au cinéma assez récemment. Je sais que je l'ai vu après tout le monde, mais il y avait un peu de c'est voulu parce que voilà, les gens qui vont au cinéma sont parfois assez incivilisés et j'avais pas totalement envie de me retrouver dans des salles blindées, à être dans le coin si tu viens pas 1 heure et demie avant. Donc à passer une mauvaise expérience de visionnage parce que Thierry mange ses Maltesers bien trop fort. Donc c'était pas une si mauvaise chose de le voir maintenant, et donc on reviendra sur Endgame. Voilà, c'est ma foi un sommaire plutôt éloquent, et du coup on va tout de suite partir pour le premier sujet, attention, Stadia, voilà, alors Stadia. Qu'est-ce que c'est donc que Stadia? Alors Stadia, c'est tout simplement le service de cloud gaming lancé par Google. C'est Google qui vient poser ses grosses bollocks sur l'industrie du jeu vidéo et dire qui c'est qui a la plus grosse, qui c'est qui va récolter tous les parts de marché? C'est Bibi. Voilà, donc grosso modo, c'est un peu, on va dire, le concurrent des consoles qui va arriver, hein. Pour la première fois de leur existence, les consoles vont
avoir un concurrent dans l'industrie qui sera donc le cloud gaming, qui a quelques avantages sous sa manche, mais on va en parler aussi quand même quelques problèmes, en tout cas quelques désavantages qui font que pour moi le cloud gaming n'est pas prêt de s'imposer comme l'unique solution utilisée et viable. Oh, pardonnez-moi. Oh, il se fait tard, c'est pas bien. Pas bien ça de tourner des vidéos quand il se fait tard. Et non, parce qu'après on baille, on est fatigué, c'est pas très agréable à l'audition. Je suis navré, j'espère que ça ne se reproduira pas. Donc, Stadia. Alors, grosso modo, pour ceux qui savent pas, le cloud gaming, qu'est-ce que c'est? Alors en gros, c'est Google qui a des serveurs dans un data center et qui dit, avec ta connexion internet, je vais lancer le jeu dans mon serveur, dans mon data center, et je vais t'envoyer les informations visuelles, donc de l'écran, de ton personnage qui bouge, etc., directement jusqu'à chez toi sur ta télé, sur ton téléphone, sur ton iPad, sur ton PC, sur ce que tu veux. Et dès que tu vas utiliser une manette reliée évidemment au device que tu as choisi, eh bien il va renvoyer tout simplement les informations via le Wi-Fi jusqu'au data center, qui va décider, recevoir plutôt le message qui lui dit tiens, Charles vient d'appuyer sur croix, donc fais sauter ton personnage. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc on parle de jouer par le réseau et uniquement par le réseau sans avoir de matériel ou de support physique chez soi. Donc c'est un peu si on veut, l'aboutissement du full dématérialisé. Et ça possède évidemment pas mal d'intérêts, hein. Si pas mal de boîtes parient dessus, c'est forcément qu'il y a beaucoup de points positifs à ça, notamment le fait de pouvoir accéder à sa plateforme de n'importe où, de chez soi, de chez ses amis, dans les transports en commun si la connexion le permet, et avec la 5G on devrait s'y diriger. Donc voilà, ça permettra vraiment d'avoir une sorte de console qui s'adapte à la fois en console portable, en console de salon, de manière totalement comme on le souhaite, voilà. Et donc c'est quand même sacrément sympa, surtout que du coup ça ne nécessite plus d'avoir des ressources physiques. Les PC seront mis à jour directement par Google, un peu comme peut faire Shadow PC actuellement, qui d'ailleurs, Shadow PC, boîte française, si vous connaissez pas, vous pouvez les regarder, c'est déjà disponible et c'est du cloud gaming, c'est même du cloud ordinateur, pour avoir un ordinateur à 3000 boules personnel qu'on loue pour une trentaine d'euros par mois, donc enfin voilà, c'est déjà, il y a déjà des choses de ce genre là qui existent. Mais donc voilà, ça permet d'accéder de n'importe où, et surtout ça limite les contraintes de développement, dans le sens où par exemple une Xbox One aujourd'hui, avant la prochaine génération de consoles, les développeurs ils ont en fait des kits de développement pour Xbox One, et ils ont des contraintes techniques, des limitations liées tout simplement aux caractéristiques techniques de la bécane. Et vu que le public est forcément pas prêt à racheter une nouvelle console tous les 6 mois à chaque fois qu'un processeur sort, eh bien on est un peu obligé de faire avec. Et là, ça réglerait un peu ce souci, parce que vu que Google se chargerait de mettre à jour lui-même constamment les machines, un peu comme le fait Shadow PC encore une fois, eh bien ça nous permettrait tout simplement d'enlever ces contraintes techniques, et les développeurs pourraient constamment développer des jeux sur les dernières upgrades, on va dire, techniques existantes sur le marché. Donc pour le côté développement de jeux vidéo, on va vers quelque chose d'assez positif à ce niveau-là. Donc ça c'est intéressant, mais évidemment, une des grosses contraintes de Stadia, et qui est une énorme problématique à régler, c'est le problème de la connexion internet. Donc, alors on va faire assez simple, hein, ça risque d'en décevoir certains, mais en dessous de 15 mégabits seconde, c'est pas possible. Voilà. En dessous de 15 mégabits seconde, on n'a pas un débit suffisant pour streamer en Full HD. Voilà. Donc ça déjà, ça fait un peu mal. Et si on parle de 4K, c'est le double. Donc pour du 4K, c'est 30 mégabits seconde. Et là, on commence à arriver dans des valeurs qui sont quand même assez chaudes, hein. 30 mégabits seconde, c'est pas la majorité, hein, on va dire, je crois. Donc c'est quand même une problématique à régler, mais alors là encore, d'un point de vue français, en fait, si vous voulez, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu en France, c'est qu'on n'entend pas énormément dans les autres pays, et ça pour une raison très simple, c'est qu'en France on est extrêmement en retard du côté de l'informatique, et surtout du réseau domestique. Et ça c'est réellement un vrai problème en fait, tout simplement parce que pour ce genre de solutions qui sont parfaitement adaptées
à des pays comme l'Amérique ou comme le Japon ou même encore comme la Chine ou même l'Inde, hein, pour vous dire, eh ben en France, ça pose des problématiques de réseau. Alors de plus en plus d'opérateurs essayent de pallier ça par le réseau 5G. Voilà les box 5G dans quelques années. Si vous habitez à la campagne, il y a énormément de chances que vous ayez une box internet qui passe par la 5G. Et ça tout simplement parce que déployer la fibre optique coûte extrêmement cher. Voilà. Donc ça peut être une alternative en attendant qui permet d'équiper tout le monde plus rapidement. Et c'est une des réponses éventuelles possibles. Mais même en admettant qu'on ait une très bonne collection, parce que oui, évidemment, Stadia annonce les jeux en 8K, machin, mais là je vous raconte même pas, hein, les jeux en 8K, il n'y a même pas 2% de la population, même peut-être pas 1% qui aura une connexion suffisamment solide pour streamer du 8K, en tout cas sur Stadia, mais même en admettant ça, ça pose quand même une problématique, et c'est celle du lag. Parce que déjà aujourd'hui, on peut se plaindre de lag par rapport à la console quand on envoie des informations au serveur. Mais putain, je suis vraiment navré, vraiment, j'ai encore baillé, je m'en excuse. Mais donc du coup, on va faire comme si c'était rien passé. Les lags présents lorsqu'on interagit avec notre console sont déjà significatifs pour des joueurs qui jouent de manière compétitive. Et lorsqu'on se préoccupe de la compétition, et bien tout simplement envoyer ces informations aussi loin, par exemple dans des data centers et tout, ça pose la question du lag serveur. Et donc bah, la question actuellement c'est est-ce que les machines seront suffisamment bien optimisées pour permettre un jeu compétitif avec des temps de latence suffisamment faibles pour ne pas créer des disparités entre les joueurs, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une question super intéressante. Et je vous invite tout simplement à me donner votre avis dans les commentaires. La dernière fois, j'ai pas eu beaucoup de commentaires. Je suis triste. Franchement, je suis triste. Et c'est vraiment, c'est une émission qui permet de discuter, qui d'échanger sur des sujets. Et vous n'écrivez pas de commentaires. Vous n'êtes pas très gentil. Non. Donc ce coup-ci, je compte sur vous. Écrivez, prenez vos petites mimines et écrivez sur le sujet qui vous intéresse. Il y en a forcément au moins un. Et comme ça, on pourra en débattre. Ce sera super intéressant. Donc voilà, pour Stadia, je pense que c'est à peu près tout. J'ai plutôt bien présenté la solution. Je pourrais continuer longtemps évidemment, mais on a pas mal de sujets à traiter, donc je pense qu'on va passer. Et si vraiment quelque chose me revient, je ferai une parenthèse, mais a priori, on va passer au prochain sujet. Et je baille beaucoup trop, c'est incroyable. Mon dieu, je crois que je vais finir par faire des cuts, tellement je baille, c'est assez abominable. Bon, du coup, on va directement passer au gacha. Donc voilà, alors les gachas. Qu'est-ce que c'est donc que les gachas? Alors les jeux gachas sont des jeux mobiles, tout simplement des jeux mobiles type Dokkan Battle, Final Fantasy Brave Exvius, pour ne citer que, DB Legend. En fait, la plupart des jeux qui squattent les tops rentables, donc pour ceux qui ne savent pas, les tops rentables, tout simplement, c'est les classements des applications qui rapportent le plus d'argent sur le Play Store et le Store iOS. Et donc les gachas sont quasiment tout le temps en tête de position, et ça rapporte énormément d'argent. Alors, les gachas, c'est quand même un sujet assez compliqué, un sujet à controverse, dans le sens où ça apporte énormément de bonnes choses et énormément de mauvaises choses. Donc, l'excellente chose que ça apporte, c'est du contenu constamment renouvelé. Voilà, donc c'est parce que ça fait partie du principe même du jeu d'avoir ce côté un peu live service et d'avoir du nouveau contenu, donc en l'occurrence des portails, c'est comme ça qu'on les appelle, hein. Donc pour ceux qui savent pas, oui, je vais revenir un peu là-dessus, hein, évidemment, mais en gros un gacha c'est tout simplement un jeu dans lequel on a des ressources qu'on obtient dans le jeu, qu'on peut dépenser dans des portails d'invocation, dans lequel on va avoir une sorte de loterie, en fait on va tirer au sort un personnage ou un objet ou quelque chose du genre, avec différents niveaux de rareté, les plus rares étant évidemment plus durs à obtenir. Voilà. Et la ressource en question étant limitée, on a deux manières d'en obtenir, soit c'est d'attendre et d'avoir ce que le jeu nous offre, soit de payer pour en avoir plus.
Donc c'est compliqué, ça pose des problèmes à la fois éthiques et des problèmes d'addiction notamment. Donc là on rentre dans les problèmes, on va dire que ça engendre. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui deviennent accros au gacha, des gens qui mettent des sommes que vous n'imaginez pas, hein, pour ceux qui ne jouent pas. Par exemple, pour ne prendre que Dokkan Battle, on parle de personnes qui, dans les pires des cas, ont mis l'équivalent d'une villa avec piscine dans le jeu. Donc c'est quand même aberrant. Voilà, on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus gros joueurs et pour des joueurs un peu plus, on va dire, fréquents, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui ont mis plusieurs dizaines de milliers d'euros et il est très fréquent de voir des joueurs ayant mis plusieurs milliers d'euros. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait même moi-même quelques années que je joue au gacha, donc en l'occurrence ça va faire pas loin de 4-5 ans je pense, et en 4-5 ans, bah à coup de 20 euros par mois par-ci par-là, j'ai dû dépasser la barre fatidique des 1000 euros. Donc c'est des jeux qui m'ont pris énormément de temps, des jeux qui m'ont, enfin qui m'ont pris, c'est un peu péjoratif, plutôt qui m'ont accompagné dans mon quotidien et qui m'ont permis de me donner du divertissement et de l'amusement de manière quotidienne et sur une durée très longue. Donc on pourrait se dire qu'au final c'est un investissement au même titre que n'importe quel abonnement ou au même titre que une addiction ou même que des clopes ou voilà, certains mettent de l'argent dans le poker, certains mettent de l'argent dans les jeux à gratter, dans le PMU, moi je mets de l'argent là-dedans. Enfin, j'en mettais parce que je dois vous admettre que je n'en mets plus depuis un bon moment. Mais voilà, je pense qu'en soi, c'est pas négatif à partir du moment où c'est raisonné et qu'on a conscience. Maintenant, c'est vrai que c'est des jeux qui sont produits par des sociétés dont le but est de gagner de l'argent. Et il paraît évident qu'ils mettent tout de leur côté pour vous faire dépenser un maximum en usant de toutes les stratégies marketing les plus fourbes pour vous faire dépenser beaucoup d'argent. Et ça, c'est vrai que bah, c'est problématique, mais malheureusement, c'est toutes les sociétés qui sont faites comme ça. On est dans une société de consommation, et toutes les entreprises ont tout intérêt à nous faire dépenser notre fric, alors que malheureusement, celui-ci est important, et on a tendance à le dépenser dans des conneries, et à manger des patates tous les mois, ce qui est quand même pas super intelligent quand on y réfléchit 4 secondes. Donc voilà, les jeux gacha, c'est vraiment compliqué, c'est un peu controversé. Après, comme je dis, il y a quand même le fait que du coup, ça permet à énormément de jeux avec des grosses équipes de développement, des gros budgets mis dans le jeu, d'être gratuits. Tout simplement parce que le fait d'être gratuit est compensé justement par ces joueurs qui mettent énormément d'argent et qui mettent... bah, qui, en quelque sorte, en fait, ces joueurs-là payent pour les autres qui jouent en free-to-play, quelque part. Donc il y a un côté presque communautaire là-dedans, on pourrait y voir quelque chose de beau. Après, voilà, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue à ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait entre guillemets une bonne parole à prêcher, je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés, c'est un peu comme tout, et chacun aura son avis là-dessus, donc voilà, je vous invite à me dire ce que vous en pensez des gachas. Dites-moi si vous êtes joueur de gacha ou pas. Si oui, ben, est-ce que vous pensez que c'est un bon modèle économique? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle économique qui va durer encore longtemps et que ça va s'imposer dans le futur? Ou au contraire, est-ce que c'est un modèle d'économie qui va être amené à disparaître? Voilà, je suis tout oui. J'attends vos réactions dans les commentaires, je pense que c'est très intéressant. Je suis désolé, je sais pas, je mets un maximum de rythme dans la vidéo, mais je sais pas, peut-être qu'elle sera un peu plus molle que les autres. Si c'est le cas, bah écoutez, je vous demande de me pardonner, je suis un petit peu fatigué malheureusement aujourd'hui. Et voilà, j'ai des journées bien remplies. Et malheureusement, je n'ai pas le luxe d'être constamment en super forme. Mais bon, voilà, au moins je vous propose ce petit audio. D'ailleurs, pour tout vous dire, je devais faire une vidéo bien montée, etc. Et j'ai pas forcément eu le... Oh là là, une vidéo bien montée. Oh là 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 là, le sous-entendu, c'est pas beau. Je devais faire une vidéo qui était plus travaillée, etc. Mais au final, j'ai pas eu le temps, donc je vous propose cet audio en espérant que cela vous satisfera. Si c'est français, oui, ça doit l'être. Voilà, donc on peut vite fait faire une ouverture sur les jeux mobiles, en parler rapidement. Le fait que les jeux mobiles, pour ceux qui savent pas, sont les jeux qui rapportent le plus d'argent actuellement. Voilà, c'est les jeux les plus rentables de toute l'industrie du jeu vidéo. Et c'est les jeux qui sont
le plus joué. Donc voilà, c'est quand même pas rien, j'ai envie de vous dire. Et ça pose pas mal de questions sur le futur de l'industrie du jeu vidéo, et notamment ça légitime un peu Stadia. Et oui, tout y est, puisque Stadia permet d'accéder à sa console, entre guillemets, depuis son téléphone, etc. Donc en fait, il y a une part de marché énorme à prendre. Et on peut même imaginer, dans le futur, ça existe déjà, des consoles, enfin des consoles, des manettes où on pose notre téléphone dessus et on utilise la manette pour jouer. Bon, on peut imaginer que ce genre d'équipement va se généraliser à l'avenir et qu'on aura tous comme ça dans notre sac une petite manette, et hop, dès qu'on sera dans le transport en commun, paf, on sortira notre petite manette, on mettra notre téléphone et on jouera à notre Assassin's Creed, on se fera une partie en ligne sur Call of Duty, on se fera une partie de Fortnite, enfin voilà, vraiment tout est possible derrière, et je pense que le marché du jeu vidéo va aller dans ce sens, vraiment, je pense. Je pense qu'on se dirige vers ça de plus en plus, et vers des sessions courtes de jeu, des sessions de plus en plus courtes, parce que on a quand même de moins en moins de temps avec le fait que les divertissements se multiplient, les offres de divertissement comme Netflix, etc. ont pris une grosse part des jeux vidéo aussi, hein, faut pas le nier. Netflix avait expliqué que Fortnite était un plus gros concurrent pour lui que Amazon Prime, donc déjà bon, aïe pour Amazon Prime. Mais en plus de ça, c'est pas complètement con quand on y pense, parce que quand tu joues sur Fortnite, eh ben, tu vas peut-être te dire, ah bah tiens, je vais faire une partie de plus, et puis j'irai me coucher, plutôt que d'aller mater un épisode sur Netflix. Donc voilà, en fait, ça fait du sens, toutes les industries de divertissement se battent entre elles, et je pense qu'avec la multiplication des divertissements, on passe de plus en plus sur des sessions et des formats de jeu courts. Y a rien qu'à voir, récemment, bah, moi je joue beaucoup au jeu Auto Chess, dont j'ai parlé dans le premier épisode du Papaken Talk Show, c'est difficile à prononcer. Donc si vous voyez pas ce que c'est que les jeux Auto Chess, je vous invite à aller écouter le premier, c'est l'instant petit auto-promo. D'ailleurs, allez, on est parti, petit instant auto-promo. Vous connaissez les bails, l'abonnement, le like, faites-le vraiment s'il vous plaît, c'est très important, c'est pour le référencement. Si vous voulez m'aider à faire plus de vues, à développer ma chaîne, faites-le, c'est vraiment super important, ça vous prend 10 secondes de le faire, et réellement c'est très utile. Je sais que c'est chiant de le quémander, mais autant quand on est un très gros youtubeur à 1 million d'abonnés, de toute façon la chaîne montera quoi qu'il arrive, mais à mon échelle et même à des échelles un petit peu plus grandes, mais quand on est un petit youtubeur, c'est vraiment ce genre de choses qui font passer un petit youtubeur à un youtubeur moyen, à un youtubeur gros. Donc voilà, si vous devez le faire réellement chez des gens, faites-les chez les petites chaînes et ne le faites pas sur les grosses chaînes, c'est pas nécessaire. Ouais, je sais que je vais me faire taper par les grosses chaînes pour avoir dit ça, mais c'est la vérité. Donc voilà, c'était le petit instant auto-promo, on peut reprendre directement, et je disais donc, voilà, moi qui joue à des jeux auto-chess récemment, c'est des parties qui durent en moyenne 40 minutes, en général 30 à 40 minutes, et c'est vrai que j'avais un peu perdu l'habitude de ce genre de format de partie qui est super long. Bon, les joueurs de LoL ont l'habitude, mais moi personnellement, j'avais plus l'habitude, et c'est vrai que bah, c'est dingue qu'on se retrouve super vite à faire une, deux, trois parties, et là, bam, il y a 2 heures qui est passé, on fait waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 3 parties, c'est incroyable quoi, vraiment, c'est vrai que ce genre de format, c'est de plus en plus difficile de trouver du temps pour les caser. Voilà, donc je pense qu'on va vers des expériences plus courtes, c'était par là que j'y allais, enfin c'était là que je voulais en venir. Donc voilà, pour la partie jeux vidéo, je pense que c'est pas mal, on doit être à une vingtaine de minutes, donc je pense qu'il est grand temps de passer directement à la musique, et comme ça on aura une émission qui, une fois tout compris, fera dans l'heure à peu près, je pense, de contenu, et donc ce sera largement suffisant et pas mal. Donc j'en profite pour boire un petit coup. Voilà, on s'abreuve. D'ailleurs, hop, allez, c'est parti. La chronique T. Je vous jure, je le mettrai en timecode. C'est pas une connerie, je vais le mettre. La chronique thé. Et oui, parce que je suis en train de boire un thé actuellement, qui est excellent. Voilà, que j'ai découvert, que j'ai acheté sur un coup de tête complètement improbable. Et donc, c'est un thé de la marque Tesley. Voilà, Tesley. Et c'est le Rooibos. Voilà, donc c'est du thé rouge. Le Rooibos vanille. Donc thé rouge à la vanille, il est incroyablement bon. Je vous invite vraiment à le goûter. Si vous êtes un fan de thé, si vous aimez boire du thé, si vous buvez du thé en mangeant, en... Et oui, parce que ça se fait au Japon. C'est pas si bizarre. Donc si vous buvez du thé en mangeant,
en prenant votre goûter, en chillant devant votre Netflix ou n'importe quoi, si vous êtes un consommateur de thé de manière générale, faites-moi confiance, allez goûter ce thé. Voilà, Rooibos vanille de la marque Testlé, il est très bon. Il est peut-être un peu cher, c'est possible, mais il est excellent. Voilà, c'était l'instant T. L'instant T. Oh, oh là là, oh les jeux de mots sont de mise aujourd'hui. Hein. Donc, putain, on est parti directement pour le Necfeu, le petit Necfeu, bonjour. Le Fennec, comme on l'appelle, Ken. Bon, qu'est-ce que je raconte? Alors, il nous a sorti un petit trailer sur YouTube qui tease son prochain album qui s'appellera donc Les Étoiles Vagabondes. Donc je vais pas vous expliquer ce que c'est hein, si vous savez pas, parce que oui c'est comme Lithopédion hein, voilà, de Damso, ça se réfère à quelque chose qui existe. En astronomie, les étoiles vagabondes c'est quelque chose de réel. Donc je crois d'ailleurs qu'il l'explique dans son trailer, donc si vous savez pas allez le voir, voilà. D'ailleurs il est pas mal, bien qu'un peu Bobo Gauchias sur les bords, hein. Enfin Bobo Gauchias, je suis vraiment un connard. Babos parisien on va dire avec Necfeu sur sa Vespa, machin. Bon, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait rire. Mais bon voilà, c'est chacun a l'imagerie qu'il souhaite. J'ai trouvé ça marrant, voilà. Je me suis dit ah Necfeu qui se donne cette imagerie, bon pourquoi pas. Mais voilà. Donc Nekfeu qui va sortir son album, alors bon c'est pas vraiment une surprise en fait, hein, parce que pour ceux qui ont un peu suivi, il y a un festival dont je n'ai plus le nom qui avait en fait mis sur son site Nekfeu enfin il avait annoncé Nekfeu et il avait dit Nekfeu qui viendra cet été performer son troisième album. Et là on a fait ah bon mais il en a sorti que deux Nekfeu. Et donc voilà, bah, évidemment ça a mis le feu aux poudres sur Twitter et le truc a été supprimé assez rapidement. Mais malheureusement bah voilà, la bourde était faite, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Donc cette annonce d'album a pas surpris grand monde j'ai envie de dire. Mais ça change rien au fait que du coup, ça a presque été positif parce que du coup, ça a créé de la hype, les gens l'attendaient et quand le trailer a drop, bah voilà, les gens se sont dit ouais, ça y est, c'est parti, parce que Nekfeu c'est quand même une très grosse fanbase. Et voilà, bah écoutez, cet album, j'en attends pas mal, j'ai envie de vous dire, parce que Nekfeu c'est un artiste que j'ai toujours apprécié. C'est un peu pour moi le descendant des Oxmo Puccino et de ce genre de choses. Alors là, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, les puristes vont me dire mais qu'est-ce que tu dis Papa Ken, mais meurs. Ce que j'entends par là, c'est que Nekfeu c'est des textes très travaillés. Et c'est vrai qu'actuellement dans le rap, il faut dire la vérité, c'est quand même de moins en moins la norme. Alors j'entends des textes se travailler dans la forme, dans le style, dans la verve qu'on met à écrire comme ça des paroles lyristes. Je crois que ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais ne faites pas attention. Non, non, vous n'avez rien vu. Flash à la Man in Black. Le... non, mais le fait est que c'est vrai que Nekfeu c'est très travaillé autant dans le fond que dans la forme, et en plus de ça, il y a quand même toujours ce côté kickage un peu. Kickage à l'ancienne, en tout cas école des kickers à l'ancienne, hein, les références de Nekfeu, c'est tous les gros kickers de l'époque. Et voilà, du coup j'attends beaucoup cet album. J'espère qu'il va être intéressant, j'espère qu'il va me faire me remettre en question ma vie à la manière de l'introduction de Cyborg Humanoid. Pour ceux qui se souviennent pas, si vous avez jamais écouté cette musique, allez l'écouter, elle est incroyable. Vous écoutez cette musique, vous remettez en question votre vie. Et c'est très beau, voilà. Donc beaucoup d'attentes sur cet album, beaucoup d'attentes. Est-ce que j'attends des hits? Ça c'est intéressant. J'attends des hits, oui ou non? Bah en fait j'ai presque envie de dire que pas forcément. Un peu comme PNL en fait. PNL j'en attendais pas de hits, et pour moi Nekfeu est un peu au même stade. C'est-à-dire que Nekfeu je pense pas qu'aujourd'hui il ait besoin de prouver. Je pense pas qu'il ait besoin de faire grossir sa fanbase, etc. S'il drop un album purement pour sa fanbase, j'aurais aucun problème avec ça. Honnêtement j'aurais aucun problème avec ça, je le prendrais avec... à bras ouverts et avec grand plaisir, voilà. Donc on verra bien ce qu'a nous proposé Nekfeu sur cet album, mais voilà, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement lorsqu'il sera sorti, mais voilà, info intéressante. On va directement passer à Fuck le 17 du 13 bloc. Alors Fuck le 17 du 13 bloc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un son donc sur l'album 13 Blow, sorti récemment de ce groupe de rap sevranais du 93, qui est un son avec une énergie incroyable, un gros banger street sale
qui crache du feu dans tes oreilles et dans ta vessie. Et qu'est-ce que je raconte? Et le fait est que ce son a fait une polémique énorme parce que bah voilà, Fuck le 17, c'est une sorte de disrespect envers les flics. Et il y a certaines lines, certaines punchlines qui sont un peu limite. Et du coup, je voudrais votre avis là-dessus, sur aussi le côté, est-ce qu'en tant qu'artiste, on a le droit de raconter n'importe quoi? Et là, j'entends pas dans le sens responsabilité envers les jeunes, tout ça, machin, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas le sujet. J'entends pénalement. Est-ce que c'est normal ou pas qu'un rappeur ait le droit de dire ouais, je deal du shit dans ma cité, machin et tout, et joue en fait sur l'ambiguïté de dire que c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il fait tout pour que tout le monde comprenne que c'est réel, que le mec est pas en train de te raconter des mythos. Mais par contre, si jamais en fait on peut pas l'attaquer en justice, parce que s'il va en justice, bah il aura tout simplement à répondre au juge, bah écoutez, c'est un personnage fictif que je me crée, et donc tout rapport avec des comportements illicites n'est que pure entertainment, voilà. Et malheureusement, bah on pourra pas tellement aller contre. Et ça c'est quelque chose qui me pose de plus en plus problème, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal fait là-dedans. Et ça me dérange parce que justement, où sont les limites? C'est-à-dire que par exemple, dans la musique du 13 blocs, alors j'aime bien la musique, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a quand même des lines qui m'ont fait un peu grincer des dents, notamment il y a un moment où il dit «J'aimerais avoir des cadavres de flics morts dans mon coffre». C'est presque de l'incitation à la haine, j'ai envie de dire à ce niveau-là. C'est que ça, enfin c'est vraiment compliqué, c'est plus qu'insultant, c'est de la menace de mort. Et où est la limite entre le personnage fictif, l'artistique, le côté provocation et quand même le respect de la loi pénalement? Je pense que c'est très ambigu cette situation. C'est très ambigu. On peut aussi citer par exemple Cougar Gang de Kalash Criminel qui a sorti une musique dans laquelle le refrain c'était Je baisse que tes mères comme Macron. Bon, musique qui m'a bien fait rire, on va pas se mentir, mais le fait est que ça a été suspendu, là encore. Est-ce que on doit laisser passer ou pas? Est-ce que artistiquement il a le droit de le dire? C'est tout ce genre de polémique à chaque fois me fait me poser beaucoup de questions et en plus ça crée des clivages. Donc voilà, j'aimerais vraiment, là pour le coup c'est vraiment un sujet qui m'intéresse particulièrement. Si ça vous dit dans les commentaires d'en discuter, c'est super intéressant. Donnez-moi votre avis, est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce qu'on doit laisser passer? Est-ce qu'on doit pas laisser passer? Est-ce que Fuck le 17 mérite d'être censuré, d'être retiré de l'album pour ses paroles violentes et son incitation à la haine? Ou est-ce que ça doit rester un produit artistique et de ce fait on peut pas se permettre de le retirer et on doit laisser tout et n'importe quoi être dit sous prétexte que c'est un produit artistique, mais bon, le problème c'est que si on va par là, est-ce que si tu fais un film où tu montres des gangsters qui butent des flics et qui les mettent dans un coffre, bah, est-ce que tu as le droit de le faire? Là, ça choquerait moins tout le monde. Je sais pas, voilà, je pense que ça mériterait vraiment une vidéo à part entière, il y a une grosse réflexion à avoir derrière ça, mais voilà, vraiment, je vous invite à en discuter avec moi dans les commentaires et de continuer ce débat, je pense que c'est super intéressant. Voilà, donc bah écoutez, on a fait assez vite sur la musique, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à raconter non plus, je vous l'avais dit dès le début. Mais du coup on va tout de suite passer directement à l'audiovisuel, et donc voilà, je vais prendre une petite gorgée de thé pas les sujets, entre les thématiques. Merci. Voilà, je suis désolé. Je prends une petite gorgée entre les thématiques, c'est bien, je pense que ça va devenir régulier. Ça me permet de m'abreuver et de continuer d'avoir cette voix délicate et suave que vous aimez entendre quelque part. Eh oui, c'est ça qui est beau. Ah! Eh oui, parce que c'est pas tout ça, mais quand même, ça dessèche hein, de parler autant, je vous jure. Et puis bon, bah voilà, parler tout seul devant son micro comme ça, des fois j'ai besoin d'un peu d'animation, un peu de boisson qui me remet dans le monde de la réalité, c'est beau. Voilà, je vois le ciel. Il fait beau d'ailleurs, c'est très sympa. Non, il fait pas beau du tout en plus, je dis n'importe quoi. Mais il y a des oiseaux, alors ça met de bonne humeur. Qu'est-ce que je raconte? On est parti, on passe tout de suite à Hunter x Hunter. Wouhou! Alors, Hunter x Hunter, gros classique, classique.
Et là, je vous fais patienter parce que je suis une bouse et je ne me souviens plus de quel est l'auteur de Hunter x Hunter. Et donc, je m'en vais de suite tricher et trouver le nom de l'homme qui l'a fait. Et donc voilà, on parle de Yoshiro Togashi. Évidemment, je le savais, Togashi, hein, c'est évident. En plus, putain, je connaissais son nom, je vous jure, mais je l'ai oublié. Et donc voilà, Togashi, donc, qui a créé pas mal d'œuvres intéressantes, notamment Yu Yu Hakusho, pour ceux qui connaissent. Voilà, Yu Yu Hakusho à l'ancienne. Après, je fais le mec qui connaît, mais je connais que de nom. Hein. Je sais vaguement de quoi ça parle, mais je dois vous avouer que je suis pas un expert non plus. Mais voilà, Hunter x Hunter, bah écoutez, ça fait des années qu'à chaque fois que j'en entends parler, les gens me disent oui, il y a un monde entre les shonen et Togashi. Togashi et les shonen, c'est incroyable. Togashi, c'est l'homme qui prend les shonen et qui l'emmène à un autre niveau. Alors, écoutez, j'attends de voir ça, je suis curieux, voilà. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Pour l'instant, de ce que j'en vois, bah c'est très classique. C'est très classique dans la structure. On a des personnages sympas, on a des histoires sympathiques. Il y a deux trois trucs qu'on pourrait relever, qui sont que c'est un petit peu plus violent que la moyenne, ce genre de choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien de... En tout cas, scénaristiquement, pour l'instant, je suis pas sur le cul, mais c'est normal, ça va venir. Donc je regarde l'animé, hein. Je lis pas le manga, je regarde l'animé pour le moment. L'animé est sorti en 2011. Et donc du coup, tout simplement, je suis vers la fin, et ouais c'est ça, je suis à la fin de la tour de l'examen des Hunters enfin, la tour dont ils doivent sortir en 72 heures. Voilà, pour ceux qui ont vu, ça vous parlera. Donc je sais bien que je suis pas très avancé, hein, je dois avoir vu une quinzaine d'épisodes. Euh, mais voilà, pour l'instant, la structure est classique. J'attends de voir, hein, franchement, c'est sympa, ça se regarde, c'est très sympa, les personnages sont cool, les interactions entre eux sont bonnes. Pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est très sympa, ça se regarde sympathiquement. Pour l'instant, je crierai pas au chef-d'œuvre encore, mais c'est sympa, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant de Hunter x Hunter et de l'évolution de mon avis sur ce magnifique manga. Mais c'est tout ce que je peux en dire pour le moment. Voilà. Donc bah écoutez, on a été super rapidement, il n'y a pas eu de digression, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de digresser? Est-ce qu'on digresse sur les mangas? Allez, on digresse, j'ai envie, je sais pas, c'est l'envie du moment, on digresse sur les mangas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les mangas? Tac 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 tac. DBS qui se fait très calme. Ça fait un moment qu'on attend un petit peu des nouvelles de l'animé. Mais toujours pas de nouvelles de l'animé DBS. Voilà, ça devrait reprendre. Ça fait des mois qu'on nous dit que va y avoir l'annonce de la reprise. Alors il y a des leaks, des interviews de développeurs, n'importe quoi, des interviews de putain de merde, comment on appelle les gens qui font les dessins d'animateurs, merci. Donc d'interviews d'animateurs qui disent que la série va revenir et qu'elle va être annoncée, mais il n'y a pas d'annonce. Après on croit que ça va être annoncé pour le printemps, mais après on apprend que parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, en gros, au Japon, ça passe à la télé et en fonction de l'horaire de diffusion, etc., on peut savoir à l'avance plus ou moins, on va dire, anticiper les reprises d'animé. Et l'animé, en fait, qui a pris la plage horaire sur laquelle était diffusé DBS, a été reconduit pour une nouvelle saison qui va durer un an. Donc a priori, bah en fait, quand on a vu ça, on s'est dit que Dragon Ball Super reviendrait pas avant un an, sauf qu'en fait, ça paraît quand même bizarre, parce qu'il y a d'autres annonces qui ont été faites, et des leaks, et des machins sur des sites officiels, machin. La Toei qui a dit que oui, mais non, mais en fait non. Bref, c'est un gros bordel cette histoire, mais du coup, bah, c'est un peu flou, mais il semblerait quand même que ça risque de ne pas trop tarder. Alors bon, bah, je suis un peu comme vous, hein, c'est-à-dire que j'attends, voilà, on verra bien. Surtout que l'arc qui arrive a l'air plutôt intéressant. J'ai quelques retards sur les scans, 2 ou 3 chapitres. Mais l'arc de Moro, ça a l'air sympa, il y a des choses à faire. Voilà, donc on verra parce que bon, l'arc du tournoi a quand même été une plutôt grosse déception, je pense, à l'arrivée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire dans les commentaires éventuellement, mais je pense que pour la plupart on a été plutôt déçus. Après, il y a eu quand même pas mal de choses bizarres, notamment les personnages qui dans le film Broly ont subi un méga nerf, hein, parce que bah, pas de Vegeta Evolution qui est censé avoir brisé sa coquille, pas de Migate no Gokui, même pas en signe de l'Ultra Instinct, hein, encore qu'il l'ait pas maîtrisé totalement, ok, mais
pas de signe, rien. Broly en Super Saiyan qui les arrache à deux en Super Saiyan Blue. Bon voilà, le nerf est quand même super conséquent, donc écoutez. Où est-ce que ça va aller tout ça? Je sais pas trop. De toute façon, c'est DBS, hein, on suit ça avec un peu. À la fois en étant content de vivre à une époque où on a du Dragon Ball qui sort, mais en même temps en ayant conscience que c'est quand même pas la grande époque de Dragon Ball. Et évidemment, je pense que si un jour on conseille Dragon Ball à nos enfants, bah on sera tous plus ou moins d'accord pour dire que ce sera MatDB, DB et DBZ, c'est incroyable, DBZ particulièrement, et puis si ça t'a tellement plu que ça, enfin si ça t'attend plus, tu pourras regarder DBS, mais on est quand même loin de la superbe de l'œuvre originale. Voilà, donc c'est à peu près tout pour DBS. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ouais, j'ai pas non plus, je pense à ça, mais j'ai pas non plus commencé la saison de One Punch Man. Personnellement, la voix de Orelsan m'a beaucoup fait marrer, donc j'attendrai tout simplement la sortie Netflix pour regarder l'animé avec la VF. Et voilà, ça devrait être sympathique. Je vois il est en train de captiver tous les débats en ce moment, et notamment au niveau de l'animation, etc. Enfin, ça a l'air assez décevant, donc on verra. Je sais pas trop, encore une fois. Je vous dirai une fois que j'aurai vu, mais ça ne me dit rien qui vaille cette histoire. Mais voilà. Et j'ai un sujet qui me vient. Mais celui-là, on va le garder pour la prochaine fois parce que SNK a repris. Et SNK, c'est très très bien. Et oui. Et donc, du coup, on en parlera très certainement dans le prochain Papa Ken Talk Show. Voilà. Comme ça, il y aura plus de choses qui sont sorties. Pour l'instant, il y a 3 épisodes. Je pourrais en parler, mais c'est un peu léger. Donc, je vais laisser un peu couler. Et puis en fonction de ce qui sort, quand j'aurai suffisamment de matière, on en parlera. Et ce sera sympathique. Donc écoutez, ça fait déjà 40 minutes que je déblatère et que vous m'écoutez, donc on va finir par Endgame et on s'arrêtera là. Donc Endgame. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de Endgame? Alors, déjà, voilà, on va spoiler tout de suite mon avis. J'ai préféré Infinity War. Voilà. Ça c'est fait, j'ai préféré Infinity War. En soi, c'est pas un mauvais film. Endgame, c'est pas un mauvais film, c'est un film qui est bien construit, c'est un film qui fonctionne dans ce qu'il veut amener. Autant dans ses moments dramatiques que dans ses moments d'humour, l'humour fonctionne, le drame fonctionne, mais justement, pour moi, le problème, c'est un peu le fait que les deux se court-circuitent. Et notamment aussi, particulièrement, j'ai envie d'aborder le sujet des pierres d'infinité et des problèmes que ça pose, et plus généralement dans les œuvres, les problèmes que ça pose de créer des objets omnipotents. C'est un vrai problème, c'est quelque chose qu'il faut éviter, c'est au même titre que les voyages temporels, et, et je suis en train de me rendre compte que Avengers Endgame a fait les deux, voilà. Et du coup, bah, il n'échappe pas à la règle de ce qui arrive à chaque fois qu'on utilise un des deux sujets, c'est-à-dire que avec les objets omnipotents, bah, plus rien n'a de conséquences et on ne croit plus au drame de la situation car tout peut être plus ou moins retourné comme on le veut. Donc c'est un vrai problème pour pour le drame de l'histoire et évidemment les voyages temporels, bah, ça crée des incohérences de partout. Et c'est toujours le cas parce que en fait, on ne sait pas comment fonctionnent les voyages dans le temps actuellement, donc on hypothétise. Sauf que du coup, à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'un scénariste décide de créer deux trois règles de physique pour expliquer comment se comporte le temps quand on retourne dans le temps. Sauf que le problème, c'est que la physique, c'est un ensemble de lois archi complexes et que tu peux être certain que tu peux réfléchir ton truc suffisamment long, enfin autant de temps que tu veux, il y a forcément un moment donné où ça merdera avec des, tout simplement des lois physiques existantes et que ça sera pas cohérent et que ça va se contredire et parce qu'il y a juste beaucoup trop de facteurs à prendre en compte et la seule fois où on réussira à faire une œuvre qui fait un retour dans le temps sans tomber dans des incohérences grotesques, et ben ce sera tout simplement le jour où on aura compris comment le faire. Voilà. Donc, bah écoutez, le film, c'est un peu enfin en fait, on peut le séparer en trois actes pour moi, hein. Il y a trois grandes parties dans le film. La première, c'est
Le drame, on est triste, la reconstruction après Infinity War, il n'y a plus d'espoir. Le deuxième, c'est bah en fait il y a de l'espoir, donc on part dans un délire feel good, voilà, bonne ambiance, on rigole, machin tout, on va chercher les pierres d'infinité, c'est sympa. Et puis au passage, du coup, on retourne dans toutes les anciens films, les anciennes époques de Marvel, pour faire plein de petits clins d'œil pour les fans, dire ah tiens lui tu croyais plus le revoir et puis tu l'as vu, ah regardez on avait fait ça à l'époque. Voilà, c'est un peu Marvel qui se fait lui-même des shout-out. Puis bah voilà, il y a juste évidemment un truc dramatique, je vais pas le dire, je pense que tout le monde l'a vu, mais du coup je vais pas spoiler, ça sert à rien, parce que si vous l'avez vu, de toute façon bah, vous savez de quoi je parle, et si vous l'avez pas vu, bah comme ça je vous spoile pas. Mais donc il y a un moment dramatique pour aller chercher la pierre de l'âme. Un moment dramatique qui a moyennement fonctionné pour moi, déjà parce que j'ai vu le truc arriver à 1 km, et de deux parce que bah, l'implication émotionnelle était pas énorme, déjà parce qu'on sortait d'un passage où la tension était quand même ultra redescendue, et en plus de ça, les personnages mis en cause sont quand même pas des personnages majeurs, et pour lesquels on a une affection énorme. Donc ça m'est un peu passé à côté. Voilà, j'ai pas été super pris par le drame, et notamment, on va y venir, et là je vais parler de ça et je pense qu'on aura fini. Le troisième acte, donc le troisième acte qu'on pourrait un peu appeler bataille finale, bataille épique, slash moment de gloire, slash baston épique, voilà. Donc bah c'est sympa, et surtout je suis un peu fâché. Je suis un peu fâché avec cet acte parce qu'en fait, quand il a commencé, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que tout le build-up, tout le build-up autour de la scène est incroyable. Et on se dit putain ça va être incroyable, ça va être épique, ça va être fou. Et sauf qu'en fait, bah, la mise en scène fait que c'est pas fou. Voilà, c'est la mise en scène ne rend pas du tout hommage à l'épique de la scène et à l'épique de la bataille qui est en train de se jouer. Et on se concentre sur des plans très serrés, sur des personnages, on regarde ce qu'ils font. Alors bon, on a quand même des plans de voltige, de Spider-Man et tout, qui nous donnent un peu de vue globale, mais en fait on est enfin, on regarde plus Spider-Man faire ses galipettes que réellement ce qui se passe en dessous. Donc je trouve que la mise en scène est pas... En fait, la mise en scène manque de grandiose dans une scène qui nous vend du grandiose. Et ça, c'est dommage. Après, bon, évidemment, on peut aussi parler de Thanos, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Thanos, on savait pas, mais en fait, il vieillit super vite, hein, parce que entre le Thanos jeune et le Thanos de Infinity War qui a 7 ans de plus, le Thanos jeune, il a un power-up de l'enfer. Voilà, c'est ce que je disais en rigolant, mais si, en fait, Thanos, vu que c'est un pecno de sa race random, c'est comme si nous on prenait Charles Thierry de l'humanité, habitant du Poitou-Charentes, et qu'on lui donnait une grande mission. Si Charles Thierry du Poitou-Charentes il est super fort, ça veut dire que bah, potentiellement tout le monde est à peu près du même niveau sur Terre. Donc voilà, du coup c'est un peu bizarre, on se dit bon bah Thanos il tient sans problème 3-4 Avengers, voire même il prend Captain Marvel, il l'attrape par le pied et il l'envoie valser dans des bagnoles. Moi je veux bien, mais heureusement qu'ils sont pas venus à 6 hein, les mecs, parce que sinon il y avait plus de terre, hein. À 6 les mecs rasaient la race humaine, c'est compliqué quand même cette histoire. Donc Thanos un peu abusé quand même, ils ont un peu craqué sur Thanos dans cet épisode. Surtout qu'en plus il a pas les gants de l'infinité, donc le gars est plus fort sans les gants de l'infinité. Enfin, il a l'air plus fort sans qu'avec dans le film d'avant, c'est super bizarre. Mais du coup, mis à part ça, bah c'est le dernier problème pour moi du film, c'est la fin. Donc voilà, encore une fois, la mort dramatique d'un personnage très aimé. Et qui pour moi en fait bah, s'écroule comme un soufflé au moment même où il arrive, parce qu'en fait la menace est vaincue, on va dire, par ce personnage qui se sacrifie. Mais le souci c'est que bah en fait il se sacrifie et il a en sa possession les pierres de l'infinité. Et là en fait on tombe dans le syndrome des Dragon Ball. C'est-à-dire qu'en gros, bah, le mec a les pierres d'infinité,
Et il va mourir parce que, grosso modo, les pierres d'infinité l'ont tué parce que c'est trop compliqué à tenir, il y a trop d'énergie, ça a détruit son corps. Bon, bah déjà le mec meurt pas tout de suite, donc qu'est-ce qui l'empêche de claquer des doigts et de se soigner? Je sais pas. Qu'est-ce qui l'empêche de claquer des doigts et de s'immuniser à la puissance des pierres? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui empêche au pire? Parce qu'en fait, on sait que Hulk peut tenir les gants sans mourir. Donc qu'est-ce qui empêche Hulk de mettre le gant et de réanimer son pote? Bah rien, voilà. C'est le scénario, juste, qui dit, bah, ce personnage doit mourir parce qu'il faut du drame, donc on le fait mourir. Mais le problème, c'est que quand t'as mis des objets dans ton scénario aussi abusés que les pierres d'infinité, bah c'est super compliqué de justifier le fait qu'on le réanime pas, parce qu'en fait ils ont totalement la possibilité de le faire, et ils le font pas parce que, bah, voilà. Donc quelque part ça casse un peu la crédulité de l'histoire, ça casse la cohérence de l'histoire, et c'est dommage parce que du coup bah on n'y croit plus en fait. On arrive à un moment où on n'y croit plus, et donc la scène de fin a beau être très émouvante, bah moi en fait je pouvais plus m'enlever de la tête de me dire ouais non mais d'accord, enfin c'est super triste et tout, mais le mec est mort, mais il est quand même mort gratuitement quoi, genre à n'importe quel moment on pouvait le sauver et il n'y avait aucun problème quoi. Il est mort juste pour faire une scène triste. Donc la scène est triste, je suis d'accord. La scène est très triste, mais est-ce que j'y crois? Bah pas vraiment. Et c'est dommage. Donc voilà. Endgame, c'est pas un mauvais film. C'est pas un film incroyable. Je pense que c'est pas un film qui marquera l'histoire avec un grand H, et surtout pas pour ses qualités de film. S'il doit marquer, c'est plus pour le symbole qu'il représente et pour l'univers et pour le point d'orgue d'un univers construit sur 12 ans qu'on le retiendra, plus que pour sa qualité en tant que film à part entière. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Évidemment, bon, il y a une grosse incohérence aussi sur le retour dans le temps avec Steve Rogers à la fin qui revient. Enfin, il est censé être dans un passé alternatif et du coup, à la fin, il revient et il est dans le monde normal. Donc, pourquoi? Enfin voilà. Du coup, c'est un peu bizarre cette histoire. Mais ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Bah écoutez, ça fait déjà longtemps qu'on est en train de parler, ça fait bien trop longtemps. On est à peu près sur le même format que la dernière fois, donc bah, on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas, abonnement, pouce bleu, la petite cloche, tu connais, voilà. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée en fonction de ce que tu fais. Et je te dis à la prochaine, c'était Papa Ken, salut.